Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Regard d'ailleurs, votre émission d'échange et d'actualité. Les Mauritaniens et les Mauritaniennes sont invités à élire le nouveau président de la République le 29 juin 2024. Ce soir, nous accueillons un nouvel invité. Alors, il s'agit de Diallo Mamadou Samba. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir. Donc, vous êtes avocat au barreau de Paris et le porte-parole du candidat de la JDMR, Mamadou Bokar Ba, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Merci d'être avec nous. Ce soir, nous sommes également avec nos deux chroniqueurs, Seydou Wan. Bonsoir Seydou. Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Nous sommes avec Nada Ahmed Yaj. Bonsoir Nada. Bonsoir. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Diallo, pour vous. Alors, avant de vous poser les questions, on va présenter votre candidat, que le grand public ne connaît certainement pas. Donc, Mamadou Bokar Ba, qui est né à Saint-Jean. Donc, il était militant au sein des Flammes. Il a été arrêté en 1996. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Arrêté en 1986 à Nouakchott pour un motif de membre de comité de soutien des détenus négro-mauritaniens en Mauritanie. Il a été condamné à 4 ans de prison. Il a été libéré en 1989. Puis il s'est exilé au Sénégal, où il faisait ses activités en tant que membre des Flammes. Ensuite, il a été nommé premier vice-président de la JDMR à partir de 2007. Il a été élu député à l'Assemblée nationale mauritanienne en 2013. Et le 20 janvier 2024, il a été élu président de l'AJDMR. Alors l'AJDMR, c'est l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour le renouveau. Donc il a remplacé votre ancien candidat, Ibrahim Mokhtar Sarr. Donc aujourd'hui, il sollicite le suffrage des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Donc je me tourne vers vous. Ma première question est la suivante. On a parcouru le programme de votre candidat concernant le volet social. Beaucoup d'éléments sont posés, comme la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la mise en place d'audits notamment. Concrètement, aujourd'hui, l'une des préoccupations majeures des Mauritaniens, c'est l'éradication de la pauvreté. Qu'est-ce que votre candidat propose de manière concrète pour éradiquer la pauvreté en Mauritanie? Alors, merci de m'avoir invité. Pour répondre à cette question qui me paraît très importante, c'est de voir ce qu'il a proposé concrètement, M. Mamadou Bokar, dans son programme. Alors, pour lutter contre la pauvreté, il préconise d'abord qu'on crée une brigade anticorruption. Ça permet d'avoir des ressources qui finalement vont financer autre chose. Donc il y a des ressources, elles sont très mal gérées, elles sont même dilapidées, il y a de la corruption, donc il propose de créer une brigade anticorruption. Cette brigade va veiller à ce que les ressources de l'État puissent être dépensées de manière normale, régulière, sans qu'il y ait de détournement. Il propose aussi ce qu'on appelle le principe de l'enrichissement illicite. Ça permet effectivement de vérifier l'origine des biens des gens. Parce qu'on ne peut pas avoir un salaire connu, acheter un terrain à 10 millions, construire une villa qui coûte des centaines de millions, alors qu'on sait vos revenus, on connaît votre salaire. Il faut que l'État puisse, à travers ses institutions, l'impôt, le fisc, vérifier d'où viennent les revenus des personnes qui construisent, qui accèdent à ce patrimoine. Ça, c'est un deuxième point. Et c'était quoi la suite de la question? Je ne me rappelle plus. C'était une seule question, comment faire pour éradiquer la pauvreté concrètement en Mauritanie? C'était une des préoccupations. Donc là, vous nous dites notamment la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, oui. La provenance des fonds, notamment des fonctionnaires, des hommes politiques, etc. Oui. Certes, des ressources sont récupérées, mais est-ce que cela suffit à éradiquer la pauvreté? Puisqu'il faut des mesures concrètes sur le terrain, d'un point de vue économique, social. Alors, sur le plan économique, il préconise d'abord l'accès à la terre, que l'État puisse dépenser beaucoup d'argent pour mettre en valeur les terres. Nous avons des terres arabes qui sont relativement suffisantes, en tout cas pour nourrir les Mauritaniens, et l'État n'est pas investi là. Nous avons encore une agriculture extensive, c'est les paysans qui se débrouillent. Donc il faut intensifier des investissements dans le domaine agricole. De même dans le domaine de l'élevage aussi. Et de l'autre côté, sur le plan des accords avec les sociétés qui exploitent nos mines, nos ressources, pétrole, gaz, qu'on puisse les revoir. Essayer de faire une répartition plus équitable
des revenus de ces ressources. Permettre à la Mauritanie d'avoir une part plus importante de ce qu'elle a gagné jusque-là. Voilà. Ça fait partie des propositions de Mamadou Bokar Ba ces éclaircissements. pour éradiquer. Je passe la parole à Seydou. Oui. Monsieur Diallo, merci pour ces réponses. Je vais revenir sur ce que Diadji a dit tantôt, à savoir que le candidat de la JDMR, monsieur Mamadou Bokar Ba, était vice-président, premier vice-président jusqu'à récemment, jusqu'à son élection en tant que président du parti, donc automatiquement candidat également du parti. Il a été député depuis 2013 jusqu'à 2018, mais on ne l'a pas beaucoup entendu, en tout cas il n'a pas beaucoup imprimé, il n'a pas brûlé de livres, il ne s'appelle pas Kadiata Malick Diallo. Est-ce que vous reconnaissez avec moi, ou en tout cas avec certains, qu'il souffre d'un déficit de notoriété? Non, je pense que pendant son mandat de député, il a intervenu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et il a touché du doigt les problèmes qui concernaient effectivement ses électeurs, notamment les problèmes spécifiques à la communauté négro-africaine. Sauf qu'ils sont nombreux à intervenir et il y a un choix de ce qui est retrouvé dans les réseaux sociaux. Mais c'est quelqu'un qui a des convictions fermes et qui a toujours défendu les mêmes idées. Non, défendre ses idées, c'est une chose, c'est oui, très bien. Mais est-ce qu'il est connu? Parce que pour quand même concourir au suffrage des Mauritaniens, il faut que les Mauritaniens vous connaissent. C'est pas Ibrahima Sarr non plus, on ne remplace pas Ibrahima Sarr facilement. Certes, on lui concède, mais est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il ne souffre pas de ce que les Mauritaniens ne le connaissent pas bien et beaucoup, et que ça pourrait peser? Ça, c'est important, c'est d'être connu. Mais c'est sûr que dans le milieu négro-africain, c'est quelqu'un qui est connu. Il n'y a pas que les négro-africains qui votent. Voilà, je sais. Mais certains ont été députés plusieurs fois, ont eu à prendre des paroles. Le président Ibrahim Sarr a été député à plusieurs reprises, et il est toujours encore d'ailleurs. Ce n'est pas effectivement la même notoriété. Mais au niveau du parti, c'est quelqu'un qui est connu et qui a milité depuis toujours. On vient de rappeler son passé de militant. Il a l'expérience de la vie politique en Mauritanie. Et c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans l'institut de l'opposition. Donc il connaît aussi les partis d'opposition. D'ailleurs, il y a une proposition dans le programme à propos de l'institut de l'opposition. Oui. C'est bon pour moi, d'accord. Nada. Je vais juste revenir sur les questions économiques. Donc j'ai lu votre programme, il est indiqué que vous envisageriez par exemple de renégocier les contrats miniers pour équilibrer le budget de l'État. Et il est indiqué aussi que vous souhaiteriez par exemple réserver 10% des recettes de l'État pour financer la retraite de la génération future. Donc quel système de retraite vous souhaitez mettre en place? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne pense pas que ce soit la retraite des générations à venir. Mais c'est marqué. Je crois que c'est une réserve, voilà. C'est mettre une réserve d'argent de côté pour les générations futures. Parce que souvent, ce qui est produit est consommé. Alors, quand on a des exploitations de ce type, et on sait que les produits tarissent un jour ou l'autre, il faudra créer un fonds de réserve pour les générations futures, pour que demain, si on n'a plus de gaz ou de pétrole ou de minerais de fer, les générations à venir puissent trouver de l'argent qui était là, réservé pour pouvoir financer leur éducation, leur instruction, etc. Donc c'est une réserve, un fonds de réserve des produits. Et pourquoi vous parlez de la retraite alors, de la génération future? Je crois que je n'ai peut-être pas la même lecture. En tout cas, la proposition manquait de beaucoup de nuances, ce n'était pas très clair. En réalité, ce n'est pas la retraite, mais c'est un fonds de réserve pour les générations futures. Donc voilà. Ce fonds va servir à quoi précisément? Bon, il va servir à financer les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, on a des ressources, sauf qu'un jour ou l'autre, ces ressources vont terminer et il faudra effectivement penser à l'après. Vous devrez trouver dans tous les pays qui sont producteurs de matières premières, comme le nôtre, et qui sont obligés d'avoir un fonds de réserve, sinon demain on va se retrouver effectivement démunis face aux besoins de la jeunesse, qui sont des besoins importants, qui augmentent, qui croissent. Oui, mais pourquoi seulement 10%? 10% parce que dans tous les cas, c'est proportionnel à la croissance générée. Oui. Pourquoi ces chiffres?
la croissance est de combien, hein, elle est combien? Entre 4 À et 4 et 6% aujourd'hui. Voilà, donc c'est à peu près la moitié, voilà, qui va constituer ce fonds de réserve. Parce que la Mauritanie n'a que ce qu'elle produit, hein, elle vit que de ça. Nos exportations, en fer. Oui, mais le chiffre, vous l'avez choisi au hasard ou il y a une raison économique? Il y a une raison, parce que si effectivement nous sommes obligés d'utiliser les produits de vente de nos biens qu'on exploite et qu'on vend à l'étranger, on est obligé de s'en servir pour faire fonctionner nos institutions. Mais on a pris 10% en estimant que l'augmentation peut-être du poids démographique ou des besoins à 10% de réserve pourrait peut-être approfondir, parce que là c'est encore juste un programme, c'est une estimation, mais ça pourrait être approfondi effectivement. D'accord. Du coup, je reprends la parole, si Nada est d'accord. Je voudrais qu'on parle à présent de l'unité nationale, dont on sait que c'est un mot désormais très galvaudé en Mauritanie. Chacun l'utilise comme il veut, ou surtout parfois comme il l'entend. Pourquoi pour vous, au sein de la JDMR, et surtout pour le candidat Mamadou Bouakalpa, il faut régler d'abord le passif humanitaire avant de parler d'unité nationale? Oui, effectivement, le passif humanitaire est une question fondamentale qui se pose dans ce pays. Parce que si ce passif n'est pas réglé, ça va un peu plomber la construction d'une unité nationale solide et durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Mauritaniens qui ne peuvent pas se regarder en face par rapport à ce qui s'est passé. Donc il faut régler ce passif humanitaire. Abroger la loi de 93 qui amnistie les auteurs des crimes, permettre une commission d'enquête qui sera indépendante à mettre en place et qui va faire des enquêtes, la lumière sur les événements. Et en ce moment, les gens pourront, quand ils auront su les tenants et les aboutissants de cette affaire, ceux qui sont impliqués, ceux qui ont fait quoi, et que ces derniers eux-mêmes se prêtent à ce jeu en disant que oui, moi j'ai participé à ceci, j'ai participé à cela. Les victimes pourront en ce moment, en connaissance de cause, dire bon, voilà ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, certains ne savent pas où sont enterrés leurs époux, leurs frères. Ils sont morts comment, dans quelles circonstances? Personne ne le sait. Mais une fois que les gens savent tout ça, les victimes, leurs ayants cause, pourront excuser, effectivement, pardonner. Parce que nous sommes une société de musulmans, le pardon est une valeur importante chez nous. Les gens peuvent, quand les vrais auteurs, en tout cas ceux qui sont identifiés comme tels, ou qui ont reconnu par eux-mêmes être impliqués dans ces meurtres, ont reconnu avoir fait des choses, bon, les victimes pourront effectivement leur accorder le pardon. Et enfin, je pense que l'État, de son côté, pourra faire quelque chose. Faire des réparations, et surtout un devoir de mémoire. Les réparations sont matérielles, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ne pas édifier en mémorial la mémoire des martyrs, par exemple? Ok, et est-ce un préalable? Aujourd'hui, je crois qu'on dise quand même si il y a, comment dire, cette demande de justice qui est entendable et entendue, en tout cas, d'une certaine façon en Mauritanie, les Mauritaniens vivent quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne fera rien tant que cette chose n'est pas faite? Est-ce qu'il faut arrêter tout, j'ai envie de dire? C'est ça le fond de ma question. On ne fait rien de l'unité nationale tant que cette problématique n'est pas réglée. Les deux ne peuvent pas aller de pair. Travailler sur l'unité nationale sur d'autres volets, parce que ça existe, d'autres volets existent également, et également, pourquoi pas, cette demande de justice. Non, mais le tout va le faire. D'abord, il y a ça fait partie des problèmes qui plombent l'unité nationale. Donc, régler le problème passif humanitaire. Il y a le problème de l'esclavage qui est soulevé aussi. Nous avons Ira qui fait un bon travail, dans Kambanarou, chez les Soninké. Vous avez aussi Endam Bilal qui fait un travail aussi chez les Alpulaar. Donc c'est un problème global. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut régler. Et il y a ce problème linguistique et culturel aussi qui est posé et qui nous paraît être un problème à régler. Juste pour finir sur cette question, vous parlez d'épuration ethnique. Vous, en tant que juriste, sans vous allonger trop long, sans être trop long, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça diffère de ce que certains appellent le passif humanitaire?
Non, le passif humanitaire, on fait référence aux événements qui ont eu lieu entre 90 et 91, et au cours desquels plus de 500 soldats, officiers ou sous-officiers négro-africains ont perdu la vie. Puis il y a eu aussi eu des déportations, donc on va aller plus loin, tous ceux qui ont été les victimes de ces événements. Alors l'épuration ethnique, c'est dans le cadre, quand on parle du corps de l'armée, quand les gens veulent la dénégrifier, au pouvoir d'officiers ou sous-officiers négro-africains, les gens parlent d'épuration ethnique. C'est dans le cadre des corps, tout simplement. Voilà. Entendu. Je rebondis sur la question du passif humanitaire à l'unité nationale, la question qu'a posée Seydou. Oui. Pensez-vous aujourd'hui réellement que le fait de régler la question du passif humanitaire va créer une unité en Mauritanie? Alors je m'explique pourquoi je pose cette question. Premièrement, on sait qu'en Mauritanie, il y a des discriminations qui ne sont pas liées aux événements de 86 ou à 89. Par exemple, l'exemple parfait que je pourrais donner, c'est l'accès aux Mauritaniens, aux négro-mauritaniens à la haute fonction publique à certains postes. Entre autres, c'est un exemple. Si demain on veut régler cette question, ça passera notamment par l'abrogation de la loi de 93. Certains juristes mauritaniens comme Lo Gourmou qu'on a reçu il n'y a pas longtemps nous disaient que cette loi était inconstitutionnelle. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'en voulant créer cette unité nationale, on va plus diviser? Et êtes-vous prêt par exemple à voir des personnalités comme Oultaï, ancien président, devant des tribunaux? Est-ce qu'il faut une juridiction nationale? Comment ça se passerait? Et la question du mémorial aussi. Non, quand on parle du règlement du passif humanitaire, il ne faut pas confondre ça avec un sentiment de revanche. Ce n'est pas ce que je dis. Non. On parle d'une justice transitionnelle qui permet tout simplement de passer d'une étape à une autre. Il ne s'agit pas de traîner ces gens, si je puis m'exprimer ainsi, en justice. Non, c'est pas ça. Mais dans un système qui se dit démocratique, dans un système normal, la justice, justement, c'est de traduire les auteurs de maladies, de les condamner. Non, on n'est pas dans ce cas. Là, il ne s'agit pas de revanche, il s'agit d'une justice. Il y a une différence, je fais la différence entre la justice et la vengeance. La vengeance, c'est fait hors cadre législatif, hors cadre judiciaire. Chacun prend les armes, c'est l'anarchie. Alors que moi, je vous parle d'une justice dans le cadre auprès d'une juridiction, avec des avocats, avec des juges, avec une loi, etc. Parce que là, on est dans le cadre d'une politique de réconciliation. Attention, c'est un peu le maître mot. Si on veut réconcilier les gens, on ne procède pas ainsi. En revanche, ça, c'est pas exclu. Si tout le monde joue le jeu, ceux qui sont impliqués dans les crimes, dans les tueries, viennent eux-mêmes dire ce qu'ils ont fait et reconnaissent ce qu'ils ont fait. Ce qui n'arrivera jamais. A priori, on ne peut pas dire que ça n'aura pas lieu. Les gens pourront, enfin les victimes pourront pardonner ce qui s'est fait. Maintenant, ceux qui refusent de jouer le jeu pourront faire l'objet de poursuites judiciaires de la part des victimes ou de leurs ayants droit. Okay. Voilà. C'est ça qui est prévu. Mais a priori, on n'est pas dans le cadre d'une juridiction pénale à mettre en place pour poursuivre et juger les gens. Les gens cherchent plutôt à réconcilier. Mais monsieur Diallo, vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous le savez très bien. Oui. Comment indemniser des gens tant qu'on ne reconnaît pas la responsabilité, quand on n'impute pas des faits aux auteurs, aux criminels qui ont commis ces actes? Comment la réparation passera? C'est-à-dire qu'on aura une commission d'identification qui va identifier les victimes. Oui. Vous allez les indemniser sur quelle base? Comment ça se passera en fait? Déjà, les indemnisations, je vous rappelle que ça a commencé déjà. C'est dans le programme. Les indemnisations ont déjà commencé. Sous Abdelaziz, il y a eu déjà des indemnisations qui ont été faites. D'accord. Voilà. Sauf que pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Ça, c'est le côté civil. Il y a le côté pénal, mais ce côté pénal, dans le cadre d'un événement aussi grave, qui a failli scinder le pays en deux, et dans une politique de réconciliation, les gens peuvent favoriser plutôt que les gens reconnaissent les faits qu'ils ont faits, et qu'ils le disent, qu'ils l'expliquent, pour que les victimes ou les ayants droit puissent faire leur deuil, et que les gens puissent arriver à une solution. Parce que c'est ça l'objectif, en fait. Dans ce cas, on regarde la loi de 93, on ne l'abroge pas. Si, on peut donne la parole à la on peut bien l'abroger, pourquoi pas. Si on l'a... Cette loi, elle permet de protéger les criminels. Et si vous les protégez, il n'y a plus d'intérêt... Parce que si tu n'abroges pas cette loi, tu ne peux pas aborder ces faits-là. L'amnistie efface tout. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est amnistie qu'il a été auteur de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et puis, on est dans le cadre d'un programme politique. Tout à fait. On n'est pas dans le cadre d'un programme judiciaire. Voilà. Il
faut faire la différence. Je fais la différence. Voilà. Je fais la différence. Oui. Sauf que ce qui est dans le politique, c'est ce qui sera concrétisé au niveau judiciaire. Nada. Alors, je reviens toujours sur les questions économiques. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, un jeune Mauritanien âgé de 15 à 24 ans est au chômage. Le Razouani, donc je vous donne un exemple, je pose la question, le Razouani a fait de la jeunesse sa priorité en termes de politique économique. Vous, quelle sera votre mesure prioritaire en matière de politique économique? Je vous donne, on a un taux de croissance économique qui est entre 4 et 6%. Donc vous, est-ce qu'il y a une mesure qui vous tient à cœur en matière de politique économique comparé à Razouani? Par rapport aux jeunes, je pense qu'on n'en fait pas assez. Parce qu'on a vu, plus de 20 000 jeunes sont partis aux États-Unis en 2023, 2024. C'est que les jeunes sont au chômage. Il n'y a pas de travail pour eux. Alors ce qu'on peut faire, c'est de créer de l'emploi en finançant des activités qui rapportent et qui puissent permettre aux jeunes de travailler chez eux en restant en Mauritanie. Alors ça veut dire quoi? On a des secteurs qui ne sont pas du tout aujourd'hui explorés. Si vous prenez le domaine de l'informatique, vous pouvez créer des grandes écoles, des grands instituts où les gens vont créer des startups, former les gens avec des technologies nouvelles. Aujourd'hui, ça ouvre des portes et ça permet aux jeunes de se réaliser. Comme je l'ai dit tantôt, on peut aussi investir dans l'agriculture, permettre aux jeunes de travailler la terre. Certains, c'est par défaut qu'ils partent. S'ils trouvent de l'emploi, ils restent. Nous avons aussi d'autres secteurs qui sont porteurs et qui ne sont pas exploités. En matière d'information, d'audiovisuel. Aujourd'hui... ça veut dire ça pour plaire à RMI. Voilà, vous pouvez aussi permettre cela. Si on a créé des chaînes de radio et de télévision en Mauritanie, ça pouvait employer beaucoup de jeunes qui veulent bien s'investir dans ce domaine. Il y a le domaine de l'art aussi, de la culture. Nous avons des jeunes rappeurs qui sont dans la musique. Il faut permettre à cela aussi de se retrouver. Oui. Je dois préciser peut-être quand même qu'on lit le mot hip-hop dans le programme. Oui, effectivement. Ouais. Parce que la jeunesse, c'est ça aussi. Il ne faut pas se tourner vers tout ce qui est... Les jeunes, ils ont des ambitions, ils ont des objectifs nouveaux, qui ne correspondent pas forcément aux anciennes générations. Et il faut leur permettre de s'épanouir. Vous faites aussi de la jeunesse votre priorité comme M. Razouani. La jeunesse, elle fait forcément partie parce que l'avenir... Oui, Razouani, s'il en fait une priorité, on n'a pas tellement vu ce qu'il a fait pour les jeunes. C'est quand même 5 ans qu'il Mais pas du prochain mandat. Oui, d'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, on ne va pas l'accabler non plus, mais je pense que ça n'explique pas tout. Voilà. Mais non, il y a quand même, comment dire, il faut dire ce qui est communiqué, ne serait-ce que cela. À défaut de dire ce qui est fait, il y a quand même le programme des jeunes, mon emploi, mon projet, mon avenir, qui sillonnent les régions de la Mauritanie. Je ne fais pas leur bilan, ni leur publicité, mais en tout cas, c'est ce qui est montré quotidiennement. Après, vous y croyez ou pas, c'est ça et là. Voici. Oui, ils ont permis à combien de jeunes de travailler ou de créer de l'entreprise? Ici, d'habitude, c'est nous qui posons les questions. Voilà. À part la jeunesse, est-ce qu'il y a une autre mesure prioritaire que vous voudrez mettre en place, à part la réduction du chômage des jeunes? Dans le cadre de l'économie? Oui, toujours en matière de politique économique. Alors, en matière de politique économique, je pense que le domaine qui nous paraît le plus important aujourd'hui, en tout cas en Mauritanie, c'est de permettre aux gens d'être autosuffisants. Voilà. Parce qu'il y a la misère qui galope et il faut permettre aux Mauritaniens d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. Ça me paraît fondamental. À partir du moment où on n'a pas à régler ce problème, on ne peut rien faire d'autre. Donc ça me paraît fondamental d'investir dans l'agriculture et de manière suffisante et importante. Dans l'élevage aussi. Une fois que ces problèmes sont réglés, les gens pourront faire mieux. Mais ce qui nous paraît fondamental aujourd'hui, c'est l'agriculture. Comment régler ça dans un pays qui est à moitié désertique? Avec les conséquences du réchauffement climatique. Dans le sud, on a suffisamment de terres qui peuvent permettre une fois mise en valeur. Mais le sud, c'est 3 régions en réalité. C'est le Gorgol, le Guimara, le Trarza, un peu le Brakna. Oui, mais pour 5 millions d'habitants, on a suffisamment de terres arables pour une fois mise en valeur qui permettent aux gens d'être autosuffisants. Et en plus, dans le désert, on peut faire des choses aussi. Bon, il y avait des oasis, je crois qu'il y a de l'eau dans le sous-sol. Cette eau peut être exploitée. Hein, on peut faire revivre les oasis.
Il y a eu la sécheresse, c'est vrai, mais il paraît qu'il y a des nappes d'eau souterraines importantes qui permettent aujourd'hui au désert de devenir vert. On peut investir dans ce domaine-là. Fixer les gens. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer, d'aller à l'est ou à l'ouest, et de pouvoir même produire de manière suffisante dans leur propre région, dans leur propre département, sans se déplacer. D'accord. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Nada, en parlant des jeunes, puisqu'on parle des jeunes. Aujourd'hui, en Mauritanie, le système éducatif est beaucoup critiqué. Notamment, on parle d'une baisse de niveau. On reproche aux différents gouvernements sur ces 10-15 dernières années d'avoir complètement détruit le système éducatif. Gestionnez votre programme. Vous y faites un peu référence, mais ce n'est pas assez détaillé, assez précis. Demain, si votre candidat arrive aux responsabilités, quelle réforme proposerez-vous concrètement pour améliorer le système éducatif mauritanien et également aussi le système universitaire? C'est vrai que le niveau a beaucoup baissé dans le système éducatif mauritanien. Il y a 30 ans, il y a 25 ans, les étudiants qui venaient du pays, effectivement, avaient un bon niveau. Ils pouvaient directement commencer en 3e cycle sans difficulté. Aujourd'hui, on constate que les gens sont obligés de redoubler d'1 ou de 2 ans. En tout cas, on retourne d'1 ou 2 ans en arrière pour pouvoir suivre. Donc, il y a une baisse globale du niveau, effectivement, en Mauritanie. Et ça, c'est dû à des réformes qui sont mal conçues, mal engagées. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tous les 2-3 ans, on a une réforme. Des gens qui ont fait la moitié de leur cursus en français le terminent en arabe. Au bout de 4-5 ans, fait au collège ou au lycée. Et pour le reste, l'enseignement n'est pas attractif. C'est pourquoi d'ailleurs on propose d'augmenter les salaires. Tous nos gens qualifiés, notamment dans le domaine scientifique, ont tendance à partir au Canada ou ailleurs, ils ne restent pas en Mauritanie. Donc il faut des mesures drastiques dans le cadre de l'éducation. Un, augmenter les salaires des enseignants, et deux, ces réformes mal conçues qui sont d'ordre idéologique, les mettre à la poubelle. Revenir à un système d'enseignement qui correspond véritablement aux besoins du pays et qui correspond aux exigences du monde moderne. Est-ce que ça veut dire remettre beaucoup de français, par exemple? Non seulement le français, mais je dirais l'anglais, l'espagnol, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut être multilingue. La Mauritanie a besoin de gens formés qui puissent communiquer avec l'étranger, qui puissent travailler dans des entreprises, qu'elles soient espagnoles, italiennes, portugaises, qui viennent s'installer chez nous. Il faut comprendre la langue des gens. Il faut pouvoir communiquer avec eux. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller en Chine. Vous pouvez, à partir de la Mauritanie, travailler. Donc là, je pense qu'il faut revoir cet enseignement. Il faut un enseignement de qualité. Des enseignants de qualité, bien payés, et enlever des réformes idéologiques. Dire qu'on va arabiser. Voilà, quand vous arabiser, c'est-à-dire. Bien entendu, vous parlez, c'est un sous-entendu que c'est l'arabisation. Oui, oui, je veux le dire de manière explicite. Oui. C'est-à-dire qu'on a voulu arabiser tout. On a chassé le français, ça me paraît normal. Est-ce que c'est un défaut de vouloir arabiser tout? Oui, dans ces conditions, oui. En quel sens? Dans le sens où, d'abord, je crois que ces gens ne sont pas tous formés pour donner un enseignement scientifique de qualité. C'est beaucoup plus des littéraires, hein, des gens qu'on a recrutés, qui ne peuvent pas faire des... C'est pour ça que quand les gens viennent ici, ils sont obligés de reculer 2 ans en arrière parce que le niveau n'y est pas. Voilà. Non, je pense que l'idéologie a sa place, mais au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement, on doit garder un enseignement de qualité. Donc, tout ce qui est matière scientifique, ça se faisait en français. On peut continuer de le faire en français ou en anglais ou en arabe, mais avec des enseignants bien formés. Voilà. Et non pas des enseignants qui sont là pour des raisons idéologiques, parce qu'on veut dire que la Mauritanie... Mais après, je n'ai pas compris le rapport entre l'arabe et la qualité de l'enseignement. Oui. Il n'y a pas de lien de causalité. Si, Sauf parce si que... vous êtes contre la langue arabe, c'est autre chose. Non, non, parce que là, on a dû prendre des gens qui ne sont pas formés du tout, qui ne sont pas des scientifiques, qui ne sont pas des gens diplômés. Dans ce cas-là, on parle de la formation des professeurs. Voilà, c'est ça. Parce que la volonté, le côté idéologique fait qu'on veut meubler. On veut trouver des enseignants par tous les moyens. Donc, y compris des gens qui ne sont pas du tout formés. Donc si on prend des gens formés, des gens compétents en arabe pour former des jeunes en arabe et que tout se passe en arabe, ça vous convient? Non. Il faut que l'enseignement soit aussi un enseignement multilingue en Mauritanie. Pas que l'arabe. Vous avez le poulard, le soninké, le wolof. Il faut que ces langues soient officialisées et qu'elles soient introduites dans le système éducatif. Mais elles y étaient déjà dans le système éducatif.
Ben, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus, mais aujourd'hui, introduit jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on va faire des mathématiques en polar ou en soninké ou... Moi, je pense qu'il faudra imposer à tous les Mauritaniens, tous les enfants de Mauritanie qui vont à l'école, de faire au moins 3 langues nationales obligatoires. Au moins 3. Pour la simple et bonne raison que demain, si tu veux être préfet dans le Guinée-Mara, il faut que tu puisses parler le mot, tu puisses parler le soninké. Si on impose ça aux fonctionnaires de l'État, ils seront obligés de faire cela. Parce qu'il n'est pas du tout correct d'être en préfet ou en commissaire, vous êtes là dans une région, vous ne comprenez même pas la langue des gens. Ça me paraît tout à fait illogique. Okay. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le poulard, le soninké et le wolof est une langue nationale qui doit avoir les mêmes droits que la langue arabe. Tout simplement. La langue arabe favorise les enfants arabes parce qu'ils sont nés là-dedans, ils parlent assamien, il n'y a pas de souci. L'autre a des problèmes pour arriver au même niveau. Donc il échoue, hein, il n'avance pas. Si bien qu'aujourd'hui, on a des lycées dans la vallée du fleuve pendant 3-4 ans, 0 bachelier, 0 admis au bac. Pourquoi? Parce que l'enseignement est dispensé en langue arabe, qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas, et ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Ouais, sans être dans un esprit de contradiction, même au temps où l'enseignement était beaucoup fait en moitié en français, en moitié en arabe, il y avait souvent aussi des résultats qui étaient où il y avait 0 admis dans certains lycées, que ce soit dans le sud ou ailleurs. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas donner où il y a 0 admis au bac. En tout cas, en mon temps, ça n'existait pas. En mon temps, il y a eu 29 admis. En Mauritanie, il y a eu 29 admis au baccalauréat. Pour tout le pays? Oui, pour tout le pays, pour la série littéraire. En 2004? Si, je m'en souviens. Ceci ne nous rajeunit pas, mais je me souviens très bien. En 2004, il y a eu 29 admis la série littéraire pour tout un pays de... Ça, à l'époque, on était en 2004, c'était il y a 20 ans. C'est pas, je parle pas en 80. Et maintenant, vous avez combien d'admis au bac? Ah, le chiffre, il a beaucoup, en fonction des raisons, j'ai pas les chiffres ni de statistiques, mais c'est vrai que le niveau continue de baisser et le nombre d'admis diminue chaque année. Et même les étudiants qui arrivent ici, en parlant avec eux, en parlant avec d'autres personnes qui ne sont pas montagnais, constatent qu'il y a une baisse de niveau. Bon, on ne va pas critiquer nos compatriotes, ce sont nos frères, etc. Mais on espère que le système éducatif va s'améliorer. C'est une catastrophe, il faut le faire. Ça, c'est un grand chantier qu'il faut prendre à bras le corps parce qu'on ne peut pas continuer dans la médiocrité. On ne va pas former des gens incapables de suivre des études ailleurs et de faire des études. On va revenir sur les questions sociales. Donc, j'ai une question sur l'esclavage. Donc, en Mauritanie, d'abord, je vous rappelle quand même qu'on parle plutôt des séquelles de l'esclavage. Ça, c'est le langage officiel, oui. Je termine ma question, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner quelques mesures pour éradiquer l'esclavage comme vous le prétendez? Alors, d'abord... concrètement, vous avez des associations qui sont sur le terrain, qui travaillent. Zaïgra, Gambana, comme je l'ai dit, Ndam Bilal, qui travaille aussi. Et il faudra surtout des mesures d'accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, vous êtes libres, il faut prendre des mesures concrètes d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Faire de la discrimination positive pour les gens issus de ces ethnies ou de ces groupes d'origine servile, pour leur permettre d'accéder de manière plus rapide aux mêmes postes, aux mêmes avantages que les autres. Discrimination positive, je veux bien. Hein. Parce que nous avons des endroits dans le sud. Les identifier. Oui, on a dans le sud, que je connais le plus, dans certains endroits, si vous êtes descendant de Como ou de Maturo, vous ne pouvez pas être imam de mosquée, par exemple. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas être chef du village. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. L'État peut intervenir, hein, nommer les chefs de village ou les imams de mosquée. Hein. L'État peut le faire. Donc, des mesures concrètes. Et puis, des mesures d'accompagnement. Créer des centres de formation, permettre à ces gens d'accéder à des emplois peu qualifiés ou peu qualifiés, et leur permettre d'accéder au crédit. Parce que si vous quittez votre maître, vous partez, vous n'avez rien. Il faut que l'État puisse mettre en fonds de libération, entre guillemets, pour aider ces gens à s'insérer dans le tissu économique. Donc ça, c'est des mesures concrètes qu'il faut prendre. Dans ce cas-là, on parle plutôt des inégalités économiques et sociales. Pourquoi vous insistez sur l'esclavage? L'esclavage, c'est essentiellement, ça se traduit par ça. Le fait de ne pas avoir accès
à une certaine éducation, à une certaine instruction, à un certain poste, surtout à quelques conforts matériels, vous n'avez pas accès à ça. Parce que tout simplement, vous n'allez pas à l'école. Hein. Pendant que le maître envoie ses enfants étudier, toi, tu vas garder ses moutons ou ses chèvres. C'est comme ça. Tu vas travailler dans ses champs. Parce que, mais oui, parce que tout se fait sur la base des concours et des diplômes. Si vous n'avez pas fait des études supérieures, vous n'êtes pas diplômé, vous ne pouvez pas concourir. Donc, vous ne pouvez pas entrer en compétition avec les autres. Donc, pour vous, l'esclavage aujourd'hui existe en Mauritanie dans toutes les communautés? Ah oui, bien sûr. Il y a l'intensité qui varie, mais c'est quand même ça. Si vous ne pouvez pas, même si vous avez fait des études coraniques, être imam alors que vous êtes plus gradé que tous les autres, c'est pas sérieux, parce que tout simplement vous êtes d'origine servile, c'est une ségrégation. Si vous ne pouvez pas être chef du village, même si vous habitez ici depuis longtemps et que... C'est en contradiction totale avec la religion d'ailleurs. Voilà. Oui, parce que la religion, chacun l'interprète un peu à sa façon. Donc c'est ça, ça se traduit par des... En fond, c'est ça, en fond pour permettre... Ah oui, en fond, des mesures d'accompagnement. Vraiment des mesures concrètes. C'est pas de dire aux gens vous êtes libres, mais il faut les accompagner pour qu'ils s'insèrent dans le tissu économique. En parlant de... Est-ce que la nature de l'esclavage, selon, je reprends votre expression, est la même, quelle que soit la communauté, ou bien la gravité? Non, il est plus lâche chez les Halpulaar, un peu plus prononcé chez les Soninké, on dira, et puis un peu plus forte encore entre les Maures et les Haratifs. Les Bidans, je veux dire. Encore que là aussi, il y a eu des progrès, il y a eu beaucoup de gens qui sont émancipés. Sauf que certains, l'émancipation, comme reste en 20 mots, si vous n'avez pas où aller, vous n'avez pas de métier, vous n'avez rien, vous dépendez entièrement de quelqu'un. Et je vais juste une question, je vais rebondir sur ce que disait Nada, comme ça après on passera sur un autre thème, je lui poserai une autre question. Oui. Sur l'esclavage, aujourd'hui, quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour lutter contre l'esclavage? Ça, vous avez fait un diagnostic, vous avez identifié les problèmes, mais juridiquement, ça se traduit comment? Par exemple, les associations qui luttent comme Gambana ou IRA, officiellement, vous savez qu'elles ne sont pas reconnues par l'État. Donc, je parle d'un point de vue légal. Même si elles ont une légitimité, cette légitimité, elle la tire des partisans, des gens qui l'entourent, qui mettent en place des actions concrètement. Il y a une loi qui a été votée la loi de 91 qui lutte contre l'esclavage, une nouvelle loi qui a été votée dans les années 2010, je crois. Mais juridiquement, quels sont les outils que vous allez mettre en place pour lutter contre l'esclavage? Et sachant que beaucoup de gens acceptent justement ce statut. Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement? IRA est bien reconnu. Oui. Ah, ok. Récemment, récemment, mais ça ne l'était pas, ok. Oui. Autant pour moi, désolé. Ça arrive. Voilà. Non, mais d'abord, il faut reconnaître ces associations. IRA, bon, on va les reconnaître, mais les reconnaître, c'est leur donner les moyens aussi. Leur donner un siège, ils sont représentés partout dans les régions, je veux dire. Il n'y a pas que nos clubs. Oui, des moyens financiers, et mettre à leur place, à leur service des policiers et des gendarmes. Quand on dénonce une situation d'esclavage, ces gens puissent intervenir. Donc renforcer la loi sur la répression des maîtres qui continuent. Alors c'est interdit à prendre les gens et à les mettre en esclavage. Donc c'est surtout ça, aller dans la législation, aller approfondir et rendre plus sévères les sanctions. Ça me paraît essentiel parce que si on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas saisir quelqu'un pour vous libérer des chaînes, vous allez rester longtemps, effectivement, dans cette situation-là. Juste, excusez-moi, mais si vous faites de l'esclavage un axe important dans votre programme, pourquoi ne pas rejoindre M. Biram dans ce cas-là? Qu'est-ce qui vous distingue, votre identité politique? Qu'est-ce qui vous distingue de M. Biram dans ce cas-là? Mais vous savez, l'esclavage, c'est un aspect de notre programme politique. Ce n'est pas le tout. Et je vous apprends aussi qu'on a fait de la politique bien avant Biram. Bien avant. Et son problème d'esclavage, on l'a pris en compte aussi. Bien avant. Donc, s'il ne s'est pas posé la question de nous rejoindre, on le rejoindrait. Alors Même si on peut se retrouver dans certaines situations et travailler ensemble. Merci Nada, merci M. Diallo. Ça apporte de l'eau à mon moulin. Voici ma question. Donc, elle est en plein dans le mille dans ce que vous venez de dire ici. L'opposition n'a pas réussi à trouver en tout cas une position commune face pour les journées de concertation nationale qui étaient proposées. Nous ne parlons même pas d'un candidat unique, ça on est très loin. Mais avant même, comment dire, toute chose, avant même qu'on ne vote pour cette élection,
est-ce que votre plus grande perte pour ces élections n'est pas à savoir d'avoir perdu votre allié naturel qui est parti vers Biram David, à savoir Samba Tcham et les FPC? Ben oui, on peut déplorer cela. Mais vous savez, la politique, c'est ça aussi. Si on n'est pas tous dans la même partie, c'est qu'on est différent. Donc, que FPC puisse choisir un autre candidat, c'est son droit le plus absolu, et on le comprend. On aurait bien voulu rallier non seulement FPC, mais d'autres partis autour de notre candidature. Mais si on ne l'obtient pas, c'est pas un souci. Je crois que Samba Tcham a ses raisons, hein, de rejoindre Biram, et on respecte sa décision. Maintenant, on le déplore, mais pour nous, c'est pas forcément un souci. Mais c'était un allié qu'on pouvait qualifier de naturel. Il n'y a pas d'allié naturel en politique. Ça n'existe pas. Les partis politiques ont des programmes, ont des visions. Soit vous les partagez, vous ne les partagez pas. Et il n'y a rien de naturel en matière Non. Les élections présidentielles de 2019, il y a eu une coalition pour la candidature de Kanami, avec beaucoup de partis autour. On aurait pu rééditer ça cette année, ça n'a pas eu lieu. Non, on ne peut pas rééditer ça si on passe l'étape des législatives. C'est là où ça a cassé peut-être. Non, pas forcément, parce que c'était un cadre électoral dans le cadre présidentiel. À la fin, chacun devait reprendre et rejoindre son parti. Sauf que certains ont voulu en faire un parti. C'est là où les problèmes ont commencé. D'ailleurs, un groupe vous soutient, veut revendiquer le soutien du CVE. D'un CVE, vu qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, oui, effectivement. Juste, du coup, ça va être ma question suivante avant que je te laisse la parole. Est-ce qu'un score de 5% serait honorable pour vous, pour le candidat Mamadou Bokarba? Nous, on préfère avoir plus que 5%. Bien sûr. Est-ce que vous pensez l'avoir? Nous, on pense avoir plus que ça. Vous pensez que vous aurez Parce plus que que, 5%? vous savez, le choix des législatives ou des municipales n'est pas le même que le choix des présidentielles. Oui, on parle de la présidentielle 2024. Voilà, vous c'est pensez ça. que vous aurez 5%? Plus que 5%. Ah oui, largement. Ok, c'est bon pour moi. Neda. Alors, je vais juste vous citer un passage de votre programme. Il ne serait plus possible de s'opposer au mariage consenti entre deux adultes pour un motif à caractère féodal. Comment va se traduire cet objectif en matière de politique sociale? Ça veut dire que l'État peut prendre des lois qui interdisent cela. À partir du moment où deux adultes consentants veulent se marier, ils doivent pouvoir le faire, sans qu'il y ait une opposition des parents, de la famille ou du clan. Tout simplement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a le poids des sociétés qui fait que si un Congo ou un Makudo veut épouser une fille noble, ou celui qui est noble, vous pouvez avoir l'opposition de la famille. L'État intervient dans la vie privée des Mauritaniens. Oui, mais la vie privée est réglementée, madame. Comment concrètement? Vous allez voir Mais la personne intéressée, concernée, la femme, vient se plaindre pour dire que moi, je veux bien épouser ce monsieur, mais comme on n'est pas du même statut social, il y a la famille qui s'y oppose, je vais faire comment? Là, effectivement, ça peut être érigé en infraction. Mais vous pensez pouvoir avoir des outils pour lutter contre ça? Ça deviendra un délit, par exemple, c'est Oui, ça? effectivement, oui. Et les parents? Si les Oui. parents s'y opposent? Ceux qui s'y opposent, justement, peuvent faire l'objet d'une condamnation. Voilà. Vous n'avez pas à vous opposer quand c'est deux adultes consentants qui veulent se marier. Pour des raisons ethniques, bien sûr. De statut social. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une autre question à vous poser, monsieur Diallo. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. On parlait de l'officialisation des langues nationales, notamment en faisant une révision constitutionnelle. Donc, le Soninké, le Halpola, le Wolof seront inscrits dans la Constitution, notamment l'article 6. Ils auront le même statut que la langue arabe. Aujourd'hui, quand on regarde les programmes audiovisuels à la télé, c'est vrai que ces langues-là, elles sont moins représentées par rapport au poids démographique de la population. Aujourd'hui, pour vous, quelle est l'identité culturelle de la Mauritanie? Est-ce qu'on est un pays avec une identité culturelle mixte, c'est-à-dire négro-mauritanienne, arabe, ou est-ce qu'on est un pays avec une identité arabe assumée, généralisée, imposée,
ou est-ce que concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que toutes les communautés trouvent leur place d'un point de vue culturel, social? Depuis quelques années, je disais, il y a une arabisation en marche forcée. On force les gens, on leur impose effectivement cette arabité. Sauf que la réalité est tout autre. La Mauritanie, c'est les Poulars, c'est les Soninké, c'est les Wolof, c'est les Maures. C'est tout ce monde réuni qui forme la Mauritanie. Et je pense que nous, l'une des mesures qu'on préconise en matière audiovisuelle, c'est de créer des chaînes de radio et de télé indépendantes pour toutes ces populations-là. On a des radios et des télévisions qui émettent en langue soninké tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas soninké pendant 10 minutes par jour, le reste du temps, on est arabe. Les radios, les télés émettent essentiellement en langue arabe et il y a peu de temps consacré aux langues nationales. Ce n'est pas juste. Et aujourd'hui, la technologie a atteint un niveau qui nous permet de faire des radios et des chaînes de télé pour tout le monde. C'est-à-dire que ça ne coûte pas cher, c'est faisable, et ça ne nuit à personne, au contraire. Mais si on impose, il y avait le cas de Canal qui repose en paix, à un moment, je crois qu'il a voulu créer une chaîne, on lui a imposé d'en mettre 50% en langue arabe. Il n'y a pas de raison. Alors ça, c'est la loi qui est comme ça. Mais il faut modifier cette loi. C'est la loi qui réglemente la création. Mais la loi, elle est faite par les parlementaires, par les hommes. Elle est faite par les hommes qui peuvent la défaire, tout à fait. Bien sûr. Je vous explique que c'est la loi qui est comme ça aujourd'hui. Il y a énormément de contraintes. Quand on crée un média ou une chaîne ou une radio, il faut qu'il y ait un pourcentage ou un certain nombre d'heures pendant lesquelles, en fait, les programmes sont exclusivement en langue arabe. C'est la loi qui est comme ça, malheureusement. Mais il faut la modifier. Vous allez l'abroger, vous allez la modifier. Il faut la modifier. Et vous allez créer d'autres... C'est scandaleux, d'ailleurs. Et puis, ça ne mange pas du blé, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça peut gêner d'avoir une chaîne qui émet en Peul, ou en Soninké, ou en Wolof, en Mauritanie? Ça gêne qui? Qu'est-ce que ça peut faire du mal à qui? Mais attends, on marche sur la tête. Ça veut dire que je ne vois pas l'intérêt d'interdire ça. Sauf à vouloir arabiser les gens par la force. En utilisant les médias, en utilisant la radio, la télé, parce que les gens n'ont pas les moyens de résister. Mais il est dedans. Donc notre première mesure, c'est de créer des radios, des télés en langue nationale. On en a 4 en Mauritanie, donc c'est pas difficile. Voilà. Là, pendant le journal, on peut synchroniser, hein, ça va se faire en arabe ou en français, mais le reste du temps, parce qu'on est en train de tuer des cultures. C'est ça qui est grave. Et d'où la question, quelle est notre identité culturelle en Mauritanie? On a des identités culturelles. Il n'y a pas une identité culturelle. Officiellement, l'État veut que ça soit une seule et unique identité arabe. Mais en réalité, on a plusieurs identités culturelles. Elle est arabe, elle est Peul, elle est Soninké, elle est Wolof. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce point? Alors, une dernière question avant de clore cette émission. Vous parlez de l'élaboration d'une loi du 5 juin 1983 concernant la prééminence du droit des populations autochtones concernant les terres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, c'est la loi sur la réforme domaniale et foncière de 83, c'est une ordonnance. D'accord. Et le 19 mai dernier, je suis sur ce site CRIDEL, d'ailleurs, une association de paysans du Sud qui demandait l'abrogation de cette ordonnance. D'abord, elle a été prise sous une période d'exception, c'est au temps d'Aïdala, et sans concertation avec les associations paysannes. C'est-à-dire les communautés rurales qui cultivent la terre n'ont pas été concertées. Ça a été décidé de haut, comme ça, et puis on la plaque. Et ceux qui ont le pouvoir de décision ne se concertent pas avec les paysans. Parce qu'en réalité, la réforme domaniale et foncière, elle est même souhaitable. Il faut bien la réformer. Il faut qu'on puisse produire plus. L'agriculture traditionnelle n'est pas productive. L'État doit intervenir. C'est une bonne chose. Il faut permettre à tous les Mauritaniens d'accéder à la terre. C'est une très bonne chose. Sauf que ça doit se faire de manière équitable. Il ne faut pas déposséder les paysans. Pas pour donner leur terre à d'autres. Si vous arrivez aux responsabilités, on ne verra pas, par exemple, aujourd'hui, un chef de clan qui aura des hectares et des hectares. Non, je crois qu'il faut être plus équitable. Il faut permettre aux gens de cultiver et tout le monde d'y accéder. Ça veut dire quoi? Si vous avez 10-20 hectares, soit vous les mettez en valeur, ce qui est tout à fait normal. Si vous n'avez pas les moyens, on vous permet d'accéder à un crédit pour le faire. Si vous ne pouvez pas, vous permettez à quelqu'un d'autre de le faire. On va juste vous donner un titre foncier pour ce qu'il faut pour une famille. Le reste du temps, il faut permettre aux autres d'accéder à la terre. Parce qu'il ne serait pas normal qu'il y ait quelques gros propriétaires qui excluent les autres Mauritaniens. C'est ok. Je vous remercie, M. Diallo, d'avoir accepté notre invitation.
nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements et d'avoir répondu à nos questions. Seydou, merci. Merci David. Merci Nada. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons prochainement avec un nouvel invité. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.